Un courant électrique crée autour de lui du magnétisme. Telle est la découverte du physicien danois Ørsted en 1820. Ainsi, un courant peut, comme le ferait un aimant, orienter de la limaille de fer. Mais si un courant crée du magnétisme, n'existe-t-il pas un effet inverse? Quelques physiciens cherchent cet effet inverse avec, comme l'écrit Faraday, l'espoir d'obtenir de l'électricité à partir du magnétisme. En 1831, le physicien hollandais Gerrit Moll attire l'attention de Faraday sur la puissance extraordinaire des électroaimants que vient de construire le physicien américain Joseph Henry. Ces électroaimants peuvent porter des charges de plusieurs centaines de kilogrammes alors qu'ils sont alimentés par une pile très modeste. Cette puissance est obtenue par un très grand nombre de spires, plusieurs centaines, qu'il faut soigneusement isoler. L'enroulement de l'électroaimant inventé par Sturgeon en 1824 ne comptait que quelques spires. Quelques mois plus tard, Faraday utilise également un très grand nombre de spires dans l'expérience célèbre qui lui permet d'obtenir enfin de façon indubitable la création d'un courant induit par l'action d'un autre courant. Les deux bobines, qu'il enroule autour d'un anneau de fer, comportent en effet plusieurs centaines de spires chacune, ce qui augmente considérablement, comme dans l'électroaimant, l'effet magnétique du courant. La première bobine est reliée à une pile, la seconde à un galvanomètre rudimentaire. Lorsque Faraday établit le courant dans la première bobine, l'aiguille du galvanomètre dévie fortement, mais elle revient tout de suite au zéro. Le courant induit dans la seconde bobine cesse donc très rapidement. Lorsque Faraday coupe le courant dans la première bobine, le galvanomètre dévie à nouveau, mais en sens inverse. Voici cette expérience réalisée avec du matériel d'enseignement. La première bobine est reliée à une pile par l'intermédiaire d'un interrupteur. La seconde est reliée à un galvanomètre. Tant que les deux bobines sont à distance l'une de l'autre, la fermeture et l'ouverture de l'interrupteur ne provoquent aucune déviation de l'aiguille du galvanomètre. Plaçons maintenant la seconde bobine autour de la première. À l'ouverture et à la fermeture de l'interrupteur, l'aiguille dévie légèrement, puis revient immédiatement au zéro. Ce caractère transitoire du phénomène, conjugué avec la faiblesse du courant produit, permet de comprendre les échecs expérimentaux antérieurs. Si un noyau de fer est placé à l'intérieur des bobines, les déviations du galvanomètre sont beaucoup plus importantes. Faraday constate par ailleurs que lors de l'établissement du courant dans la première bobine, le courant induit dans la seconde est de sens opposé à celui du courant inducteur. Il explore la production de courant induit en faisant varier de diverses manières le magnétisme à l'intérieur de la seconde bobine. Ainsi, il plonge rapidement un aimant à l'intérieur de la bobine relié au galvanomètre. Le galvanomètre dévie immédiatement. S'il retire rapidement l'aimant, l'aiguille dévie dans la direction opposée, puis elle revient au zéro. Le courant induit s'annule dès que l'aimant est immobile. Si le déplacement de l'aimant est lent, le courant dure plus longtemps, mais son intensité est plus faible, note encore Faraday. En faisant tourner l'aimant devant la bobine, on induit un courant alternatif. On peut aussi faire tourner la bobine devant un pôle d'aimant. Aimants en rotation et bobine fixe? Ou aimant fixe et bobine tournante? Dans toutes ces machines, des appareils de laboratoire aux premiers générateurs industriels puis aux centrales électriques modernes, l'induction, découverte par Faraday, est à l'origine de la production d'électricité.